Beyrouth, mai 2010. Un convoi de 4 voitures blindées traverse la ville à vive allure. Même modèle, même couleur, même plaque d'immatriculation, les 4 véhicules absolument identiques, à la rayure près. À l'intérieur, l'un des hommes les plus menacés du Liban, le député Sami Gemayel. Les déplacements sont pas très fréquents et on essaye autant que possible de ne pas d'être un peu invisible en fait. Tout le but c'est que personne ne sache dans quelle voiture je suis. Ne pas se montrer car le jeune Sami, 29 ans, est le dernier de la dynastie des Gemayel, une grande famille chrétienne du Liban visée par des attentats. 5 d'entre eux l'ont payé de leur vie, tous très jeunes. Son frère Pierre, ministre de l'Industrie. Son oncle Béchir, président du Liban. Ses cousins, Emmanuel, Amine, et même une petite fille, sa cousine, Maya. Ce matin, Sami se rend au siège du parti Kataeb, le parti phalangiste chrétien dont il est l'un des dirigeants. En plein centre de Beyrouth, l'endroit est particulièrement sécurisé. Le danger est permanent pour le jeune député. Il nous est interdit de filmer le bureau car il ne faut pas qu'il soit localisé. Le garde du corps de Sami est toujours en alerte. Bassam, c'est la personne à qui je fais le plus confiance et lui, il a décidé de mettre sa vie et ma vie en collision. Donc si on saute tous les deux. Voilà. Ça, c'est pour annoncer l'heure exacte que la réunion va commencer. Et quand il entre dans la salle, tout le monde se lève. Sami est le petit-fils du fondateur du parti Kataeb. Dans la famille Gemayel, les hommes font de la politique. Ils sont nationalistes et farouches militants de l'indépendance du Liban. Sami Gemayel s'oppose depuis toujours à la pression des voisins syriens sur son pays. Ses prises de position en font une cible privilégiée des terroristes. Est-ce qu'on est prêt à tout sacrifier pour son pays ou pas? C'est une décision que j'ai prise et j'en supporte les conséquences. Et je suis convaincu de ma décision. Je ne le fais pas. Je pense que sans ça, ma vie n'a plus aucun sens. Dans un bureau voisin, Bassam, le chef de la sécurité de Sami, prépare le prochain déplacement de son patron. Car c'est surtout en voiture qu'ils prennent des risques. Tu vois, quand les 2 voitures arriveront au croisement, il faudra inverser le convoi et que la voiture de devant passe derrière. Le moindre déplacement fait ici l'objet d'un maximum de précautions. L'assassinat en 2005 de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri est encore dans tous les esprits. Un attentat à l'explosif en plein centre de Beyrouth. Une vingtaine de personnes ont été tuées, la plupart faisaient partie du convoi. Hariri a-t-il été trahi par l'un des hommes assurant sa sécurité? Aujourd'hui, en tout cas, les gardes du corps sont recrutés dans le très proche entourage. Toute mon équipe, elle est d'une équipe d'amitié d'enfance. On vivait ensemble, on sortait ensemble, on dansait ensemble, on jouait de football ensemble et tout ça. On a décidé de faire cette équipe pour la sécurité pour Sami. Ils sont très fiers de donner leur vie pour Sami. Il est leur frère, yani. Comme plus que leur frère. Ils vivent avec lui autant qu'ils vivent à la maison avec leur famille. Il existe tout de même un quartier où Sami et ses gardes du corps peuvent marcher à peu près librement. C'est le secteur du Parlement libanais, un secteur sous très haute surveillance. Les voitures n'ont pas le droit de rentrer et il y a des fouilles systématiques à l'entrée. Donc c'est un secteur qui est sécurisé parce que tous les parlementaires et les ministres viennent ici. Donc ils ont besoin de sécuriser cet endroit. L'accès aux 4 rues qui mènent au Parlement est sévèrement contrôlé par les forces spéciales de la police et de l'armée. Un barrage que ne peuvent franchir que les personnes habilitées. Malgré ce déploiement de force, Sami reste très entouré. À la porte du restaurant où il a rendez-vous, Bassam et ses hommes veillent. On se sépare, on s'éloigne de lui pour qu'on puisse surveiller les endroits
pour voir s'il y a des choses anormales, s'il y a quelque chose de risqué. Mais là, vous n'êtes pas armé? Si, on est armé, on est armé. Mais elle est où, votre arme? Elle est ici à côté, elle est par là, mais on ne peut pas la montrer. Mais une fois dans la place, Samy n'hésite pas à transgresser les règles de sécurité. Il veut se mettre près de la fenêtre. Victor, son directeur de cabinet, s'inquiète. Il est près de la vitre, j'aurais préféré qu'il soit dedans, mais non, je sais qu'il a besoin aussi de voir un peu d'air, donc ça va. Mais... Toujours quand je vois le soleil, je me sens plus libre. Ce qui est assez rare en fait, parce qu'on est toujours en 4 murs. Donc je profite toujours quand je viens ici pour marcher un peu dans le soleil. 18 h. Samy et ses hommes doivent encore traverser tout Beyrouth pour se rendre sur les hauteurs de la ville, à Big Faya. C'est le fief des Gemayel depuis le XVIe siècle. Big Faya, c'est un territoire qui est très bien connu de notre sécurité. On connaît chaque voiture, on connaît chaque maison, on connaît les habitudes des gens, ce qui fait que quand on est là, on se sent beaucoup plus en sécurité qu'à Beyrouth. Samy vient ici tous les dimanches. Il aime y retrouver l'atmosphère familiale. Il y a aussi le souvenir de son frère Pierre, député et ministre, assassiné en 2006. C'est sa sœur qui accueille Samy. Sa mère, elle, le voit toujours arriver avec soulagement. Après la mort de son fils aîné, sa vie a changé. On a beaucoup donné, on continue et on ne va pas renoncer, mais ce n'est pas facile. Et Samy, la vie de famille, les enfants? C'est un grand débat entre moi et moi-même qui existe et qui va exister, je pense, pour un certain temps. Vous ne vous voyez pas pour l'instant en père de famille? J'ai beaucoup trop de responsabilités en ce moment. Ça fait une en plus, une de trop en fait. J'ai peur pour lui et je suis fière de lui. C'est difficile pour vous au quotidien? J'essaie de ne pas trop y penser à la grâce de Dieu. Beyrouth est une ville marquée par les guerres successives et des centaines d'attentats. C'est aussi une ville dynamique et moderne dans un pays qui dépasse les 8% de croissance annuelle. C'est bien plus qu'en Europe. La capitale du Liban a aujourd'hui 2 visages. Le premier, c'est celui des entrepreneurs créatifs et tournés vers l'avenir, comme Mazen, qui fabrique une bière 100% libanaise. Elle a tant de succès qu'il veut l'exporter. Le côté positif au Liban, c'est que bien sûr il y a beaucoup d'incertitudes, mais surtout il y a bien plus d'opportunités que n'importe où ailleurs dans le monde. Ou comme Tony, qui veut oublier les conflits entre chrétiens et musulmans pour ouvrir et développer des boutiques de luxe. Ici, on vit chrétien, musulman, on travaille. Quand il y a une fête chrétienne, c'est les musulmans qui travaillent et vice-versa. Et ça nous donne un équilibre magnifique. Mais l'autre visage de Beyrouth, c'est celui de la pauvreté et de l'islam radical, dans les camps palestiniens surpeuplés, où seule la frustration et le désespoir progressent. Ou encore dans les quartiers aux mains du Hezbollah, un parti qui fait parfois l'apologie des kamikazes. Mohamed, le commerçant, est ainsi prêt à sacrifier toute sa famille. J'ai 5 filles et un fils. Je souhaite que mon fils devienne un martyr et que mes filles suivent son chemin. Ma femme et moi aussi, nous sommes prêts à mourir. Le Liban est sur un baril de poudre car il est coincé entre 2 voisins hostiles, envahissants, la Syrie et Israël. Tous les Libanais ont connu la guerre. Celle de 1975 d'abord, qui a duré une quinzaine d'années, une guerre civile qui a fait 150 000 morts. Beyrouth a été totalement détruite. Puis en juillet 2006, une guerre éclaire entre le Hezbollah et Israël. Les quartiers islamistes libanais sont bombardés par l'aviation israélienne. 1200 civils sont tués. Mais Beyrouth est surnommée aussi la ville qui ne meurt jamais, malgré les destructions et les conflits. Pour le grand couturier Basile Soda,
les Libanais trouvent toujours l'énergie pour s'en sortir, reconstruire. S'il y en a la guerre, on doit résister d'une manière ou d'une autre, survivre comme d'habitude et se relancer de nouveau. Et je crois que ce sont des coutumes libanaises, survivre une guerre. Cet homme est l'un des plus grands entrepreneurs de Beyrouth. Parti de rien il y a 20 ans, Tony Salamé rachète un à un des immeubles et des pas-de-porte pour les transformer en boutiques de luxe. On a ouvert Chloé, et là, Yves Saint Laurent, c'est pour en juin. Et à côté, c'est Balenciaga qui ouvre dans 2-3 jours. Vous allez voir le... Et là, c'est la boutique Jimmy Choo que vous allez voir, ouverture bientôt. Son dernier chantier, un grand magasin de 6 étages, entièrement dédié aux marques de prestige. Samer, Khalisedhen. Là, c'est la zone luxe. Il va y avoir de la joaillerie de luxe, bijoux et tout ce qui est maroquinerie, sacs, crocos. L'étage d'en haut, ça va être les chaussures de luxe. C'est un étage, les femmes réalisent le rêve ici. C'est parfois 50 paires de chaussures vendues à une seule cliente en 30 minutes. Au lieu des murs, là, il a reculé les murs jusque-là. Donc il a créé des furniture tout le long. Donc c'est une continuité. Voilà, c'est ça. Très bien. Vous pensez qu'on sera prêt à temps? Si tout va bien, oui, on respectera les délais. Ce qui est beau ici, c'est qu'on sait que Beyrouth est instable, donc c'est un challenge. Il faut relever ça tous les jours. Donc, mais il ne faut pas s'arrêter. Si on va vivre dans la peur et que Beyrouth est instable et la région est instable, donc on ne fait rien. On a remarqué qu'au contraire, quand on y croit, les gens vont y croire aussi, les étrangers pareil. Donc il ne faut pas s'arrêter. Et là, nos architectes et ingénieurs travaillent 24 heures sur 24. Et c'est ainsi que petit à petit, toute la rue a été transformée. Il y a 20 ans, voici à quoi elle ressemblait. Aujourd'hui, ce quartier du centre-ville est devenu l'un des plus chers de Beyrouth. C'est le rendez-vous de toutes les Libanaises qui aiment la mode, moderne et branchée. Des femmes qui apprécient également ces rues piétonnes élégantes et l'architecture française début du XXe siècle. Ici, la crise ne ralentit pas les affaires. Le marché du luxe progresse de 15% par an au Liban. Depuis qu'il a commencé, rien n'arrête Tony dans ses investissements, même pas la guerre. En juillet 2006, lorsque les Israéliens commencent à bombarder le sud du pays, des milliers de Libanais effrayés fuient Beyrouth et même le Liban. Tony, lui, reste pour finir ses travaux. Les travaux ont été faits durant la guerre. Et ça nous a permis de creuser la boutique en bas, d'avoir une hauteur sous plafond de 3 mètres et quelques, de baisser le sous-sol de plus ou moins de 50 cm. Et c'était un des chantiers qu'on a fait durant la guerre de juillet, parce qu'on pouvait travailler librement, sans déranger personne, parce que Beyrouth était déserté à l'époque. Tony n'est pas seulement un investisseur qui cherche à attirer les grandes marques dans son pays. Il supervise lui-même la gestion de toutes ses boutiques. Il faut éclairer mieux le coin là-bas, des deux côtés. Il faut enlever l'hiver, c'est bon. Et les chaussures, envoyez-les ici. Bonne journée, ciao. Moi, j'ai vécu la guerre à Beyrouth. Chaque fois qu'il y avait une guerre, le lendemain, les gens ont commencé le lendemain à retaper les immeubles, à redécorer. Et personne n'a cette volonté, je crois. Jamais vu un peuple qui a cette volonté de rebondir. La guerre qui a marqué tous les Libanais et la jeunesse de Tony, c'est la guerre civile de 75. Elle a duré 15 ans. À l'époque, Tony était étudiant. Il nous emmène dans son université. Il y a toujours des traces de balles, mais ici, il y a eu 2 ou 3 fois des francs-tireurs qui ont tué ou bien ciblé des étudiants. Et c'était la panique parce qu'il fallait les sauver. On n'arrivait pas à s'approcher, juste ici, à l'entrée. Et c'est de ces immeubles où ils tiraient. Et l'armée venait riposter quand on faisait nos cours. C'était là l'amphithéâtre. Et l'armée venait avec des chars pour riposter juste, pratiquement en classe. On entendait tout. On ne pouvait plus bouger parce qu'il fallait calmer le franc-tireur, le temps de reprendre les voitures du parking. Ça mettait un peu de l'adrénaline, ça nous excitait quand il y avait un bombardement à côté, une intervention militaire. Pour nous, c'était comme si c'était un grand événement, il y a quelque chose qui se passe. C'est un peu faux, mais c'est comme ça.
Alors qu'au nord de Beyrouth, les chrétiens s'efforcent d'effacer les cicatrices de la guerre, au sud de la ville, dans le carré Hezbollah, on vit dans la tension permanente. Les islamistes du parti chiite tiennent tout le secteur. Ils sont considérés comme le bras armé de l'Iran et de la Syrie au Liban. Impossible de pénétrer dans ce quartier sans autorisation spéciale. Aussitôt arrivés, nous sommes encadrés par des miliciens à moto et surveillés en permanence. À chaque coin de rue, des enfants circulant à vélo espionnent les étrangers. On les appelle ici les mouchards. Dès notre descente de voiture, un garde nous interdit de filmer. Nous sommes des soldats du Hezbollah et la plupart d'entre nous habitent ici. Ne filmez pas, parce qu'Israël pourrait reconnaître nos immeubles et nous bombarder. Et si la méfiance est si forte, c'est à cause de la guerre de juillet 2006. Pendant plus d'un mois, l'aviation israélienne a bombardé ce quartier musulman. Cette guerre entre le Hezbollah et Israël a fait 1200 morts au Liban. Depuis 4 ans, le paysage ressemble à un gigantesque chantier. Le Hezbollah reconstruit pour s'attirer le soutien de la population. Des centaines de millions de dollars ont été déversés ici, en majorité en provenance d'Iran. Mohamed tenait un magasin de rideaux détruit par l'aviation israélienne. Sympathisant du Hezbollah, il veut nous montrer l'étendue des dégâts. Ici, c'était ma boutique. Vous pouvez me dire ce qu'on a fait de mal pour qu'Israël nous bombarde et détruise notre vie? Et Mohamed veut nous montrer maintenant l'immeuble dans lequel il vit aujourd'hui avec sa femme, son fils et ses 5 filles. Le bâtiment est tout neuf. Là encore, la reconstruction a été entièrement financée par le Hezbollah. Vous êtes là? Mettez vos voiles, couvrez-vous. Il y a des hommes avec moi. Et nous découvrons un appartement cossu avec tout le confort moderne. Mohamed et sa famille vivent dans 150 mètres carrés. La cuisine est flambant neuve. En bon père de famille, Mohamed veut nous montrer qu'il participe aux tâches de la maison sous l'œil amusé de sa fille aînée. Cela fait 4 ans que, faute de magasin, Mohamed ne travaille plus. Toute sa famille est entretenue par le Hezbollah. Tout d'abord, c'est grâce à Dieu que l'on s'est retrouvés ici. Mais c'est aussi grâce à notre chef, le cheikh Hassan Nasrallah. Direction le salon. Et nos gardes sont toujours là pour nous surveiller. Au milieu de la pièce, Mohamed a installé un portrait du chef du Hezbollah, le cheikh Nasrallah. Il lui voue un véritable culte. Je ne trouve pas de mots pour exprimer ce que représente cet homme pour moi. La famille de Mohamed a été particulièrement touchée par les frappes israéliennes. 3 personnes sont mortes. 3. Mon frère, sa femme et leur bébé. Poursuivant la visite, Mohamed nous emmène dans la chambre de ses filles. Ordinateur, télévision, téléphone portable, elles ont accès à tous les moyens de communication modernes. Et si Mohamed nous autorise à filmer ses filles, c'est pour prouver sa fidélité au Hezbollah. Une fidélité qui va jusqu'au sacrifice. Celui qui meurt pour le Hezbollah ira droit au paradis. J'ai 5 filles et un fils. Je souhaite que mon fils devienne un martyr et que mes filles suivent son chemin. Quant à ma femme et moi, nous sommes également prêts à mourir. Et sa fille, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle est d'accord aussi? Demandez-lui vous-même. Je serais tellement fière. Vous seriez vraiment prête à mourir pour le Hezbollah? Bien sûr. Oui? Oui. Et vous aussi, vous seriez prête à mourir s'il le faut? Oui, je suis prête. À quoi? À devenir une martyre. Vous n'avez pas peur? Non, je n'ai pas peur. Vous avez quel âge? 13 ans. Des propos condamnables qui en disent long sur la haine cultivée contre Israël et sur le lavage de cerveau dont sont victimes ses enfants.
Le Hezbollah entretient le culte du martyr. Partout dans les rues, des posters célèbrent leur mémoire. Officiellement, le Hezbollah est un mouvement politique, mais il possède une milice armée forte de 9000 hommes. Le Hezbollah figure sur la liste des organisations terroristes de plusieurs pays occidentaux, parmi lesquels les États-Unis. Loin des menaces, à quelques kilomètres plus au nord, voici Beyrouth by Night. C'est un mythe dans tout le Moyen-Orient. Entre le bord de mer et le centre-ville, une collection de bars, de restaurants branchés et de boîtes de nuit à ciel ouvert. Avec les beaux jours, la saison démarre dans les fameux Sky Bars, sur des toits d'immeubles. Des rendez-vous chics et glamour. Ici, il y a des chrétiens et des musulmans qui profitent ensemble des soirées. Loin des haines religieuses, ils voudraient que Beyrouth redevienne la perle de l'Orient, moderne et dynamique. Dans l'un des bars les plus connus, la Centrale, nous retrouvons Mazen, un jeune entrepreneur musulman. Son business, la bière. Et ses clients ne sont pas très loin. Oui, c'est ma bière. Fabrication maison, 100% libanaise. On l'a baptisée 961, c'est l'indicatif téléphonique du Liban. Mazen et ses amis vont ensuite au B18, une boîte de nuit célèbre dans le monde entier pour son toit ouvrant qui donne carrément sur la chaussée. Le lendemain matin, Mazen arrive à sa brasserie. Il vient de recevoir ses nouvelles cuves pour une production plus industrielle. Car Mazen a commencé il y a 4 ans, de manière très artisanale et sous les bombes. On a commencé avec cette cuve. On faisait de la bière dans ma cuisine. C'était en juillet 2006, quand Israël nous bombardait. Je sais que ça paraît fou quand vous êtes dans un pays sous les bombes, assiégé, de créer une entreprise et faire de la bière. Les gens nous disaient qu'on était complètement dingues. Oui, peut-être. Mais moi, j'aime le Liban, j'aime ce pays, et si on fuit tous le Liban, il ne restera plus rien. Aujourd'hui, le défi pour Mazen, c'est de fabriquer une bière avec que des produits libanais. Avec de l'orge, cultivée dans la région, et avec des fleurs de houblon. Un vrai défi car cette plante pousse dans des régions tempérées. Théoriquement, le Liban est trop au sud. Pourtant, Mazen a réussi une première récolte. Tu sens ça? C'est magnifique. C'est incroyable d'avoir fait du houblon au Liban. Au début, quand on a dit aux Allemands qu'on voulait cultiver du houblon ici, ils ont appelé leurs experts. Et leur labo a dit « Impossible, ça n'arrivera jamais ». Quand on a fait notre première récolte, on en a envoyé au labo allemand pour qu'il l'analyse. En fait, ce houblon est de meilleure qualité, avec un meilleur parfum et des molécules antioxydantes encore plus élevées que dans le houblon allemand. L'entreprise de Mazen marche bien. 300 000 bouteilles l'an dernier et 5 millions prévus cette année. Son ambition maintenant est d'exporter sa bière vers l'Europe et l'Amérique du Nord. La plupart des gens qui se lèvent le matin détestent leur travail. Moi, je l'adore. Le lendemain, Mazen vient déjeuner dans ce restaurant bio le plus branché de la ville, avec son ami Rania et Kamal Mouzawak, patron du restaurant et chef très réputé. Ils sont tous deux chrétiens. Le chef approvisionne son buffet avec des produits locaux. Kamal, tu as mis des fleurs dans la salade aujourd'hui? C'est de la moutarde et de la coriandre. Les fleurs jaunes sont des fleurs de moutarde, les fleurs blanches sont des fleurs de coriandre. Et c'est Mazen, l'entrepreneur musulman, qui fournit la bière. Ce n'est pas étonnant pour un musulman de brasser de la bière et même d'en boire, ou bien c'est accepté au Liban? En fait, je ne dirais pas que c'est étrange. Simplement, ce n'est pas commun au Liban.
Ce n'est pas si révolutionnaire parce que dans ce pays, il y a un tel mélange de culture, de religion, qu'ici on peut tout faire. C'est ça l'avantage. En fait, au début, on lui disait que c'était une folie de s'attaquer aux géants de la bière. Ce n'est pas une question de religion. Non, ça n'a rien à voir avec la religion. Mais on me disait, toi, tu es un petit producteur, tu vas tout faire artisanalement, ça coûtera très cher. Comment veux-tu concurrencer les grands industriels sur le marché? Mais on ne m'a jamais dit, oh, toi, tu n'es pas de la bonne religion pour produire de la bière. Rania, l'amie de Mazen, vit dans un vieux quartier chrétien populaire avec ses petits commerçants et ses artisans. Aujourd'hui, c'est un quartier qui se transforme et attire de plus en plus d'artistes. Rania en connaît les moindres recoins. C'est ouvert. Toutes ces villas appartiennent à une vieille lady anglaise, Lady Cochrane, qui a racheté toutes ces maisons. Et elle ne les vend pas, mais elle les loue. Et il y a pas mal de gens qui habitent ici. 2 fois par semaine, je passe chez lui. Merci, monsieur Eli. Choufa que taleta. Merci. Une banane? Non. Rania a vécu plusieurs années à l'étranger. Elle pensait repartir comme les 7 millions de Libanais émigrés dans le monde entier. J'ai failli repartir il y a 2 ans, en fait. J'ai eu une offre d'emploi à Londres, justement dans un super magazine. Et en fait, j'ai décidé de rester et monter ma boîte. Et sa boîte, la voici. C'est une librairie. Elle connaît un grand succès actuellement à Beyrouth. Les clients sont plutôt jeunes, éduqués, et ils viennent de tout le Liban. Car ici, on peut acheter des livres introuvables partout ailleurs. Rania propose des ouvrages d'art, de photos, d'architecture et de design, ainsi que des magazines. Il n'en existe pas des endroits comme ça ici. Donc ça fait du bien, ça rappelle un peu des librairies parisiennes qui sont plus tournées vers l'art et l'architecture, qui sont très ciblées. Mais quand on regarde un peu plus haut, il y a d'autres ouvrages en rayon. La section coquine est en haut, un peu dévalisée dernièrement. Et le choix de la mettre en haut, c'est aussi pour la cacher. Il y a quelques livres qui n'ont pas passé la censure, je dirais. Alors, c'est The Secret Life of Syrian Lingerie qui s'est vendu comme des petits pains. C'est un livre qui montre toutes les lingeries coquines qui sont vendues dans les souks à Damas. Et c'est assez drôle. Alors, les mannequins lingerie. Je trouve qu'il est exceptionnel, ce livre. Tous les ouvrages qui arrivent au Liban doivent passer par la censure. Elle est exercée par une commission spéciale du ministère de l'Information. Elle peut interdire des livres ou en couper certains passages, et les critères retenus sont assez particuliers. En fait, comment ils censurent? Mais par exemple, le Playboy est autorisé, mais le Playboy ne peut être vendu que dans des sacs opaques. C'est très bizarre. Le Playboy est accepté au Liban, mais le Hustler n'est pas accepté au Liban. Pourquoi? Parce qu'il y a des rapports et il y a des organes mâles. Organes femelles, ça ne les dérange absolument pas. Dès qu'il y a un organe mâle, c'est une catastrophe. La société libanaise n'est pas forcément puritaine, mais la censure est puritaine. Donc ils censurent tout ce qui est sexuel, religion. Alors quand il y a une photo, une croix à côté d'une femme nue, alors ça c'est une catastrophe. Les sujets qui traitent d'Israël souvent sont censurés, donc religion, politique et sexe. Oui. Entre Orient et Occident, Beyrouth est une ville multiculturelle, avec son charme et ses contradictions. C'est aussi devenu une capitale de la mode. Basile Soda est au Liban le couturier qui monte. Chaque semaine, on fait un essayage pour voir. Ça donne un peu une bonne énergie au travail. Basile a créé sa marque il y a 9 ans. Ses robes sont brodées, incrustées de bijoux et de métal. Le couturier est un passionné d'architecture et il aime l'asymétrie. Il a fait ses classes chez le célèbre Elie Saab, premier couturier du Liban, à rayonner dans le monde entier. Depuis 2 ans, Basile Soda est aussi entré dans la cour des grands.
ces robes spectaculaires habillent les stars d'Hollywood. Ça, c'était une robe qu'on a fait pour une célébrité, Hemingway, something. Ça encore, elle était portée par Emily Blunt dans la soirée de Elton John. Ou encore l'actrice Dana Delaney, les chanteuses Katy Perry et Paula Abdul. En dehors des tapis rouges, Basile Soda a conservé ses premières clientes, très fortunées. Au début, quand j'ai commencé, c'était la plupart des pays du Golfe, parce qu'il n'y en a plus des gens qui portent la couture pendant la journée et pendant la soirée. Ça vaut combien une robe comme celle-ci? Ça, c'est, je crois, dans à peu près 10 000 $. Basile veut maintenant séduire une nouvelle clientèle avec le prêt-à-porter. Il lancera sa première collection à l'automne. Anthony, viens. Ça, c'est pas bien ici, hein. Comme ça. Dans cette entreprise, à l'image du Liban moderne, les chrétiens et les musulmans travaillent ensemble. Basile est un chrétien pratiquant. Qu'est-ce que c'est ça, Basile? Vous savez, nous sommes dans la période de Pâques, les carêmes, donc chaque jour, à peu près dans cette heure, on fait un peu, c'est pas une cérémonie, c'est un peu une énergie, la bonne énergie le matin. Ça, c'est une robe qui coûte, je crois que c'est 55 000 $. Ça, c'est une robe de mariée, donc il faut la livrer à date, à temps. Que faites-vous si demain, l'aéroport de Beyrouth se retrouve fermé? Non, les clients sont plus sûrs que nous qu'on peut le faire. Ils savent très bien qu'on va trouver un moyen à livrer la robe. Basile Soda pourrait facilement s'installer ailleurs. Mais pour lui, vivre à Beyrouth, c'est un engagement. Pour moi-même, vivre à Beyrouth, c'est une nécessité, c'est un besoin. Et ce n'est pas une question à se demander si je veux rester là ou non. La vie pour moi, c'est continuer à Beyrouth. Et mon expansion, ça sera à travers Beyrouth pour les autres pays. Et lorsqu'il organise des défilés à l'étranger, comme ici à Paris, Basile Soda est aussi un ambassadeur d'une certaine idée du Liban. Loin des paillettes, mais à seulement quelques kilomètres de l'atelier de Basile Soda, l'autre visage du Liban. Direction un camp palestinien au sud de Beyrouth. 500 000 Palestiniens sont installés au Liban, répartis sur une douzaine de camps, comme celui-ci, Ain el-Iloué, une véritable poudrière. Pour y entrer, il faut passer plusieurs checkpoints. D'abord ceux de l'armée libanaise, puis les contrôles par les Palestiniens. Ce camp est une enclave fermée. Personne ne rentre, personne ne sort, presque. Et ici, tout le monde porte une arme. Plus de 80 000 personnes vivent ici entassées dans des immeubles délabrés. 80% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Sur ce marché, les étals sont presque vides. Les commerçants manquent de tout. Le travail ne va pas bien, surtout pour les Palestiniens. On n'a pas le droit de travailler à l'extérieur. On travaille tous à l'intérieur du camp. Moi, je suis soudeur, mais je suis obligé de faire plusieurs métiers pour vivre. Et je vends des légumes pour pouvoir vivre. Je gagne à peine 5 $ par jour. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Les Palestiniens du Liban n'ont aucun droit. Pas de passeport, pas de protection sociale, pas d'accès aux élections et pas de liberté de circulation. Dans ce camp, la seule loi, c'est celle du plus fort. Les armes circulent en masse. Plus d'une dizaine de factions se disputent le pouvoir. Les deux groupes les plus puissants sont le Hamas et le Fatah. Cet homme qui arrive, c'est le colonel Abou Ahmed. C'est le chef de la branche armée du Fatah. Il est à la tête de près d'1 millier d'hommes. Le colonel est protégé en permanence par des gardes du corps armés de fusils d'assaut américains flambant neufs. Il a failli être assassiné à 4 reprises sur ce même parcours.
Vous savez, c'est calme en ce moment, mais on ne sait jamais. Abou Ahmed veut nous montrer qu'il est un leader incontesté. Il nous emmène dans sa tournée quotidienne auprès des habitants. Ici, la sécurité est devenue la préoccupation de tout le monde. Et nous, on fera tous les efforts nécessaires pour garantir cette sécurité à tous. Le colonel Abou Ahmed veut nous montrer un centre pour handicapés protégé par ses hommes. En apparence, l'endroit est calme. C'est pourtant ici que l'un de ses adjoints a été abattu il y a quelques mois. Comme tous les hommes du Fatah, créé par Yasser Arafat, le colonel est laïque et nationaliste. Et son principal ennemi, c'est cet autre Palestinien en costume, un islamiste radical, responsable du Hamas, le parti religieux. Il s'appelle Fadel Taha et veut imposer la loi coranique dans tout le camp. Il dirige d'ailleurs la chaîne de télévision locale. Elle diffuse en boucle des vidéos de guerre et d'action kamikaze. Objectif, embrigader les plus jeunes. Nous diffusons les actions de nos héros, soit des attentats commis par nos martyrs, soit des opérations commando contre l'ennemi. C'est avec ces images de nos héros que nous implantons l'amour de la Palestine dans le cœur de nos enfants. C'est comme ça qu'on les pousse à s'engager pour la résistance. À l'heure de la prière, Fadel Taha se rend à la mosquée. Et il ne porte aucune arme. C'est un homme que tout le monde craint, et il le sait. La majeure partie de notre peuple est composée de musulmans. Il y a un véritable réveil de la conscience islamique. Aujourd'hui, on compte 6 mosquées dans le camp, alors qu'avant, il n'y en avait que 3. Alors que Fadel Taha discute avec ses sympathisants, un étrange personnage arrive à la mosquée. C'est lui aussi un Palestinien, chef d'une organisation islamiste liée à Al-Qaïda. Considéré comme dangereux, cet homme, Abou Tariq, est recherché par les services secrets occidentaux. Mais ce camp, c'est aussi chez lui. Son organisation, Osbat al-Ansar, est fichée comme terroriste par les Nations Unies. Les deux hommes se rendent ensemble à la prière. À la sortie de la mosquée, Abou Tariq, le leader palestinien lié à Al-Qaïda, s'affiche aux côtés du chef du Hamas. Je suis venu prier dans ta mosquée. Ça te pose un problème si on nous filme ensemble? Non, pas du tout, allons-y. Il décide de nous accorder une interview commune, main dans la main. Toute la troupe se dirige vers les bureaux du Hamas. Abou Tariq est entouré de ses gardes du corps, armés de Kalachnikov. Ils ont combattu en Irak aux côtés d'Al-Qaïda. Toute l'interview va se dérouler sous la menace de leurs armes. Avant de commencer, les deux hommes se concertent. C'est la télévision française. Il faut que j'éclaircisse la situation parce que notre image à l'étranger est très mauvaise. Tous les médias sont contre nous, surtout les médias occidentaux. Les factions islamistes du camp veulent faire bonne figure et afficher leur unité. Elles n'ont qu'un ennemi commun, Israël et les États-Unis, même s'il reste une petite divergence. Du point de vue religieux, il n'y a pas de différence entre nous et le Hamas. Nous voulons tous libérer Jérusalem. Mais il y a des positions que le Hamas ne peut pas adopter. Par exemple, je suis allé combattre les Américains en Irak. Le Hamas est d'accord sur le principe, sauf que eux, ils n'y vont pas. Mais l'heure n'est pas à la polémique. L'essentiel, c'est l'image. Ça va faire une belle photo. Oui, c'est vrai. Si l'ennemi sioniste décide d'attaquer à nouveau le Liban, nous serons dans les rangs de la résistance et nous ne serons pas les seuls.
Il y aura aussi le groupe d'Abou Tariq, Osbat al-Ansar, et les autres mouvements de résistance. Nous défendrons le Liban et notre peuple. Vous avez envoyé des hommes combattre en Irak. Que représente l'image d'Oussama Ben Laden pour vous? Bon, arrêtez de tourner, ça suffit, on s'en va. L'interview tourne court. Les hommes d'Abou Tariq n'apprécient pas la question et nous menacent de leurs armes avant de quitter les lieux. Mais nous avons la preuve que des militants d'Al-Qaïda sont installés dans ce camp. Beaucoup de misère, des armes en circulation, des combattants proches de Ben Laden. La situation dans les camps palestiniens peut embraser le Liban à tout moment. Pourtant, ce pays redevient une grande destination touristique. Avec près de 2 millions de visiteurs l'année dernière, Beyrouth bat des records de fréquentation. Ils viennent des pays du Golfe, d'Amérique et même d'Europe. Philomène et Jean-Michel sont comptables. Ils ont voulu découvrir Beyrouth malgré les mises en garde de tous leurs amis. Et ils s'étonnent à chaque instant. J'arrive pas à imaginer que tous les quartiers étaient comme ça, quoi, en fin de compte. Et qu'on arrive à... Il reste plus que ça, quoi. Il y a peu de bâtiments qui sont ravagés comme ça. Enfin, on en voit très peu. Tout est neuf. Et je pense que, je sais pas, ils veulent peut-être évacuer tout le souvenir. Tiens, regarde, là aussi c'est pareil, il y a criblé de balles. Malgré la présence impressionnante des policiers et des militaires en ville, Jean-Michel ne s'inquiète pas. Le terrorisme, non, j'ai pas peur de ça. Enfin, je me sens en sécurité. Franchement, je pas... Comment vous ont dit vos amis quand vous êtes venus ici? Ils ont dit Liban égale guerre. Il n'y a plus la guerre pour l'instant. On vient de croiser un bâtiment complètement criblé de balles. On arrive à ça, c'est presque du cinéma. La mosquée Hariri, c'est l'un des symboles de la Renaissance de Beyrouth. Jean-Michel et son groupe prennent ensuite la direction du musée. Plus de 1300 pièces qui couvrent 10 000 ans d'histoire, vestiges des grandes civilisations qui ont marqué le Liban, phénicienne, grecque, romaine, perse, chrétienne et arabe. Durant la guerre civile, ces œuvres ont été enfermées dans des sarcophages de béton pour les protéger des bombes et du pillage. À l'entrée du musée, un petit film montre l'ouverture de ces sarcophages après des années de conflit. Impressionné, Jean-Michel demande des explications à son guide, Habib. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon on aurait perdu tout ce patrimoine. Durant la guerre, il y a eu pas mal de pillages, des gens qui se sont appropriés ça pour revendre aussi à d'autres marchés. Mais c'est dernièrement que le Liban a commencé à comprendre la valeur du tourisme et la valeur et l'importance de tous ces monuments et statues. Et maintenant, les gens, on les sensibilise, hein, faites attention, parce que ça peut vous créer des emplois, ça peut vous créer beaucoup de choses, comme on l'a vu. Et je pense que ça s'améliore, ça va de mieux en mieux, heureusement. Faire venir les étrangers, les touristes, mais aussi les marques de prestige comme le fait Tony Salamé. Ce matin, il inaugure l'une de ses nouvelles boutiques de luxe, un événement pour le centre-ville. La grande marque anglaise qui s'installe habille les stars de la série télé Sex and the City. Chaussures et accessoires, dès l'ouverture, les Beyrouthines de la haute société se précipitent pour acheter des sandales en serpent à plus de 800 €, des sacs à 900 €. Pour l'occasion, le PDG, Joshua Schulman, a fait le déplacement de Londres.
On est content parce que Joshua était venu il y a 10 ans. Beyrouth, le centre de Beyrouth n'était pas, il n'y avait rien encore au centre-ville. Et maintenant, je crois que lui, c'est le témoin de cette évolution depuis 10 ans. Tony a vraiment été un visionnaire. Il a rêvé de ce qu'allait devenir Beyrouth. Il savait comment y faire venir le luxe. Comme à chacune de ses inaugurations, Tony fait les choses en grand. Il a organisé un déjeuner au soleil pour ses invités, triés sur le volet. Sa femme Elam s'occupe des convives. Tony a investi dans la gastronomie française, gage de qualité pour lui. On a le chef qui est là, c'est un chef français, regardez la rigueur française. Les plats, les assiettes. J'espère qu'il ne va pas trop s'énerver parce qu'on ne lui a pas fait la vraie installation. Il aime installer une cuisine quand il veut faire. Ce chef, Franck Paulmier, a été embauché à l'année par Tony. Il a travaillé dans les plus grands restaurants de Paris. Et là, il s'inquiète pour les convives. C'est une clientèle qui voyage beaucoup, qui a quand même l'habitude de fréquenter les palaces et les très grands établissements à travers le monde. Donc forcément, quand elle arrive ici, il y a des exigences, quoi. Ils s'attendent à quelque chose, quoi. On ne peut pas servir n'importe quoi, c'est évident. Merci à Tony et à son épouse pour ce déjeuner. On est vraiment très fiers d'être ici. Tony est satisfait. Dans 3 semaines, il doit inaugurer une autre boutique de luxe dans ce quartier. De retour chez lui, sur les hauteurs de Beyrouth, il savoure son succès au calme. De sa terrasse, il a vu Beyrouth changer, les immeubles grandir, un peu partout. On est venu ici il y a 10 ans, il n'y avait aucun immeuble. On pouvait voir mieux la mer. D'ailleurs, nous-mêmes, on est en train de construire à 50 mètres d'ici. On va passer d'un 11e étage à 30e étage et on aura comme ça une vue plus sympathique. Dans le groupe de Tony, l'expert en esprit féminin, la Libanaise active, à l'affût des nouvelles tendances, qui a le goût de l'art, c'est Elam, sa femme. Il est sympa ce soir. Il ressemble à Hermès. Ouais. Ouais. On peut déjà placer la commande. On travaille ensemble, c'est Elam qui fait les recherches. Et elle, quand on voyage, c'est elle qui supervise une partie des acheteurs dans la femme. Et elle fait le choix de la collection. Tout ce qui marche en Europe ou aux États-Unis. Elles sont très branchées ici, les Libanaises. Les femmes libanaises ne travaillent pas comme en Europe, donc elles ont le temps de se soigner, d'aller au spa tous les jours, de faire leurs cheveux. Elles sont élégantes quand même. Tous les jours, les femmes libanaises ont des déjeuners et des dîners à faire. Alors, comme la société, elle est très petite, elle ne porte pas la robe 2 fois de suite, par exemple. Vous savez, Beyrouth est une des rares villes où 40 à 50% de notre chiffre d'affaires est fait par les habitantes de la ville. Donc, par contre, si vous prenez Paris, peut-être les Parisiennes feront 7 à 10%. Donc, on a encore cet avantage de progresser avec des touristes qui vont faire du shopping qui sont des étrangers. Et pour nous, c'est très bien parce que ça nous arrange. Changer l'image de Beyrouth, rendre le Liban attractif, c'est l'objectif de cette nouvelle génération d'entrepreneurs, même dans la publicité. Wissam Smaïra vient de créer sa société et c'est déjà un succès. Une compagnie italienne vient de leur demander de produire une pub pour un thé glacé. Pour Wissam et son équipe, le travail est devenu une valeur essentielle. La guerre est toujours quelque part. On travaille aujourd'hui, on risque de ne plus pouvoir travailler s'il y a des problèmes. Donc on profite. Je crois qu'aussi cette histoire de la guerre de 2006 nous a tous appris. Oui, bien sûr. C'était une leçon parce que soudain, du jour au lendemain, il y a eu 4 mois d'arrêt de travail. Et donc juste après, avec la reprise du boulot, on savait c'était quoi travailler. Donc on se pose plus de questions, on accepte tous les projets, on travaille. Et je trouve que ça a donné un esprit neuf et nouveau et jeune à toute la production et tout le métier. Soleil, plage privée et palmiers, c'est un décor de rêve pour cette publicité. Wissam, le producteur, est venu pour la fin du tournage. Ahlan, comment vas-tu? On se fait la bise. Comment ça va? Bien, bien. C'est le dernier plan? Oui. C'est la première fois que Wissam travaille pour des Italiens. De la mannequin à l'équipe technique,
Ils sont tous libanais. Yves, c'est le chef-op. Et il travaille, il se concentre. Il faut juste un peu libérer les Oui, on va le libérer. On a le ciel bleu, la mer, le beau temps. Et aussi, une chose, c'est les équipes. On a des équipes qui sont très bien formées. Un réel avantage de tourner au Liban, c'est la facilité à avoir des permis pour tourner. Ce n'est pas compliqué, on peut faire ce qu'on veut. Et ça, c'est un peu, je crois, lié à notre mentalité où on est toujours là en train de comprendre l'autre et on fait du compromis. Parfois, ça se retourne contre nous, mais ça fait que tout est facilité. C'est un peu comme la circulation au Liban. Il n'y a pas vraiment d'agents qui gèrent ça, mais c'est un bordel, mais organisé. Pour Wissam, cette pub est un véritable enjeu. Si les clients sont satisfaits, d'autres marchés européens peuvent s'ouvrir à lui. Et le réalisateur italien a l'air ravi. Ce pays est vraiment bien pour les castings. Vous trouvez des gens magnifiques qui sont parfaits pour une publicité italienne. Leurs visages sont de type méditerranéen et sont très proches des nôtres. Ils correspondent bien à nos critères. Et puis, il faut dire qu'ici, c'est vraiment moins cher qu'en Italie. Quelques jours plus tard, Wissam est content, il a gagné son pari. Les Italiens vont lui commander une nouvelle publicité. Alors ce soir, il a décidé d'organiser une fête. Il a convié ses amis, Mazen, le brasseur, et Rania, la libraire, à célébrer son succès dans un club. Ces Libanais dynamiques, entreprenants aiment la fête. Pour eux, c'est un moyen de conjurer la menace, d'éloigner la violence, le risque de guerre. Même si au fond, ils restent inquiets. Comme on vit sur ce volcan, on ne sait jamais quand est-ce qu'il va exploser. Donc on profite au maximum. C'est un peu Pompéi. Donc je me suis toujours demandé, je me suis toujours posé cette question, comment les gens de Pompéi, en sachant que le volcan était là, pourquoi ils n'ont pas quitté? C'est un peu Beyrouth. C'est l'aimant qui nous garde ici. On ne sait pas à quel moment ça va éclater. Est-ce que ça va éclater? Moi, je pense que oui, mais on ne sait pas quand. Et jusque-là, on est bien.